Bienvenue à cette nouvelle exploration. On se souvient sans doute de l'écho qu'a eu la découverte à Kamloops, ces sépultures anonymes près d'un ancien pensionnat autochtone. Oui, un événement marquant. Oui, et c'est un rappel, je trouve, assez saisissant que pour comprendre notre présent, il faut parfois plonger vraiment loin dans le passé. Un passé souvent méconnu, complexe. Tout à fait. Et cette actualité, qu'on mentionne ici de manière purement factuelle, elle nous rappelle l'importance d'explorer ces histoires, justement. Absolument. Aujourd'hui, on va donc remonter vraiment aux racines, bien avant l'arrivée des Européens sur le territoire qui deviendra le Québec. On va s'intéresser aux peuples autochtones, Premières Nations, Métis, Inuits. Leurs origines, leur diversité. Exactement. Et puis, les toutes premières rencontres avec les Européens. Pour ça, on s'appuie sur des sources qui couvrent, disons, deux grandes périodes. Des origines jusqu'à 1500, et puis les premiers contacts de 1500 à 1608. Oui, l'objectif, c'est de comprendre non seulement qui étaient ces premiers peuples, comment ils vivaient, comment ils interagissaient entre eux, mais aussi d'analyser un peu la dynamique des premiers contacts. Avec les pêcheurs, les explorateurs. Voilà, les pêcheurs, les explorateurs, les tout premiers colons européens, quelles étaient leurs motivations à chacun, et puis quelles ont été les conséquences immédiates de ces rencontres. C'est un éclairage essentiel, je pense, sur les fondations de l'histoire de ce territoire. Commençons par la base, si vous voulez bien. La terminologie. Aujourd'hui, on parle d'autochtones, c'est ça? Pour englober... Oui, c'est le terme parapluie. Il inclut les Premières Nations, les Métis et les Inuits. C'est préférable aux anciennes appellations comme Indiens ou Amérindiens. D'accord. Et autochtone, ça veut simplement dire premier peuple d'un territoire, c'est ça? C'est exactement ça. Les premiers habitants. Mais la grande question, c'est d'où venaient-ils, ces premiers peuples d'Amérique? Alors, l'hypothèse la plus connue, c'est celle du passage par la Bérangie. Oui, c'est l'hypothèse la plus largement acceptée. Il y a environ 30 000 ans, pendant une heure glaciaire, le niveau des mers était plus bas. Et donc, il y avait un large pont terrestre qui reliait la Sibérie à l'Alaska. Une sorte d'autoroute naturelle. En quelque sorte, oui. Des groupes de chasseurs nomades auraient traversé cette bande de terre, probablement en suivant le gibier, le gros gibier surtout, sans même savoir qu'ils arrivaient sur un nouveau continent. C'est fou d'imaginer ça, une migration presque inconsciente, mais il y a d'autres théories aussi, non? J'ai lu des choses sur du cabotage, des origines plus anciennes peut-être. Oui, oui, il existe d'autres hypothèses. Elles sont souvent moins documentées ou disons, plus débattues. On parle d'une migration côtière possible, en petites embarcations le long de la Béringie, peut-être même un peu avant la migration terrestre. D'accord. Certaines découvertes archéologiques, surtout en Amérique du Sud, suggèrent une présence humaine encore plus ancienne. Ça alimente des théories de traversée transpacifique depuis l'Océanie il y a des dizaines de milliers d'années. Et même depuis l'Europe, l'hypothèse solutréenne. Oui, celle-là aussi, basée sur des ressemblances d'outils en pierre, mais elle reste très controversée. Pour l'instant, disons que la Béringie reste le scénario le mieux étayé scientifiquement. Très bien, donc ces premiers arrivants s'installent en Alaska et puis ils commencent à explorer le reste du continent. Comment est-ce qu'ils arrivent jusqu'ici, au Québec? Alors, après avoir passé des millénaires en Bérangie et en Alaska, le climat se réchauffe. Les immenses glaciers qui couvraient le Canada et le nord des États-Unis commencent à fondre. Ça, c'était il y a environ 15 000 ans. Et ça ouvre des passages. Exactement. Ça ouvre des corridors vers le sud et vers l'est. Et les groupes nomades, ils suivent ces nouvelles voies. Ils peuplent progressivement tout le continent, y compris le territoire qui nous intéresse, le Québec. D'accord. Et les Inuits alors? Vous avez mentionné les Inuits tout à l'heure. Ah oui, c'est important. Les ancêtres des Inuits actuels, eux, sont arrivés beaucoup plus tard. C'est une migration distincte, dans l'Arctique. Ça date des alentours de l'an -1000, donc bien après les autres groupes. C'est une distinction clé. Oui. Et ce qui est crucial à comprendre, c'est que ce vaste territoire n'était pas du tout uniforme. En s'adaptant à des environnements très différents, on pense à la toundra arctique, aux forêts boréales denses, à la vallée fertile du Saint-Laurent, aux côtes maritimes. Chaque groupe développe ses propres techniques, sa propre culture. Voilà, des modes de vie, des langues, des cultures distinctes. Ça s'est fait sur des millénaires. Et c'est cette adaptation incroyable qui explique la diversité des nations qu'on retrouve ici vers 1500. Aujourd'hui d'ailleurs, l'État québécois reconnaît officiellement 11 nations autochtones distinctes sur son territoire. 11 nations. C'est une belle mosaïque de culture, déjà bien en place avant l'arrivée des Européens. Est-ce qu'on peut essayer de caractériser un peu leur mode de vie?
sans gommer les différences, bien sûr. Oui, on peut trouver des points communs. Un élément fondamental, c'était l'économie de subsistance. Le but principal, ce n'était pas d'accumuler des biens, des richesses, comme en Europe. C'était de répondre aux besoins de la communauté. Le partage était important, j'imagine. Essentiel. La notion de propriété privée de la terre, par exemple, ça n'existait pas comme on l'entend. Le territoire, les ressources, c'était vu comme un bien collectif, à partager, à utiliser de manière durable. Ceci dit, les stratégies pour assurer cette subsistance, elles, variaient énormément. Alors, justement, ces stratégies. On parle souvent de 3 grands groupes linguistiques et culturels, hein, les Inuits, les Algonquiens, les Iroquoiens. Est-ce qu'on peut esquisser leurs différences? Oui, ces 3 groupes illustrent bien la diversité. Commençons par les Inuits. Arrivés plus récemment, comme on l'a dit, c'étaient des nomades parfaitement adaptés au climat arctique. Chasseurs et pêcheurs. Principalement. Leur vie tournait autour de la chasse aux mammifères marins, phoques, baleines, morses, et de la pêche. Ils avaient des habitations saisonnières, l'igloo en hiver bien sûr, et les tentes en peau, les tupiks, l'été. Leur organisation sociale reposait souvent sur de petits groupes familiaux, très mobiles. Et les Algonquiens? Eux, ils couvraient un territoire immense, c'est ça? Oui, les peuples de langue algonquienne occupaient la majeure partie du bouclier canadien et des Appalaches québécoises. Eux aussi étaient principalement nomades, des chasseurs-cueilleurs. En bande plus grande, peut-être? Souvent en bande de quelques centaines de personnes. Ils se déplaçaient au fil des saisons, en canot l'été et en raquettes et toboggans l'hiver. Leur habitation typique, c'était le wigwam, une sorte de tente conique ou en dôme, facile à monter et démonter. Pratique pour bouger. Exactement. Leur subsistance venait de la chasse, orignal, caribou, petit gibier, de la pêche et beaucoup de cueillettes. Fruits, noix, racines et même le sirop d'érable déjà. Ah oui, déjà. Et leur organisation sociale? Elle était généralement patrilinéaire, c'est-à-dire que la descendance, l'appartenance au groupe, passait par le père. D'accord, ce qui contraste fortement avec les Iroquoiens alors. Tout à fait. Les peuples iroquoiens, eux, on les trouvait surtout dans la vallée fertile du Saint-Laurent et près des Grands Lacs. La grande différence, c'est qu'ils avaient développé l'agriculture. L'agriculture, ce qui change tout. Ça change beaucoup de choses, oui. Ça les rendait semi-sédentaires. Ils cultivaient le maïs, la courge et le haricot. On les appelle les 3 sœurs, Les 3 sœurs, oui, j'ai entendu ça. Pourquoi? parce que c'est une combinaison très ingénieuse. Ces plantes s'aident mutuellement à pousser. Le maïs sert de tuteur aux haricots, les haricots fixent l'azote dans le sol et les larges feuilles de courge gardent l'humidité et empêchent les mauvaises herbes. Et en plus, ça donne une alimentation très équilibrée. Fascinant. Et ils vivaient où, du coup? Ils vivaient dans des villages, souvent fortifiés avec des palissades. Des villages qui pouvaient compter jusqu'à 2000 habitants parfois. Dans de grandes maisons longues. Les fameuses maisons longues. Oui, partagées par plusieurs familles. Et ces familles étaient apparentées par les femmes. L'organisation sociale était matrilinéaire. Ah, l'inverse des Algonquiers. Exactement. Le lignage, l'héritage, l'identité du clan, tout ça passait par la mère. Les femmes avaient un rôle social et politique très important chez les Iroquoiens. Bien sûr, ils chassaient, pêchaient et cueillaient aussi. Mais l'agriculture leur donnait une base plus stable. Mais ils bougeaient quand même un peu. Semi-sédentaires, vous disiez? Oui, ils devaient déménager leur village tous les 10 ou 15 ans environ, quand les sols autour du village commençaient à s'épuiser. D'accord, je vois. C'est une distinction majeure, cette agriculture et cette semi-sédentarité. Mais au-delà de ces modes de vie très différents, est-ce qu'il y avait une vision du monde, une spiritualité un peu partagée? Oui, malgré les différences, on retrouve des éléments communs importants dans leur spiritualité. La notion de cercle de la vie, par exemple. Le cercle de la vie. Oui, ça symbolise l'interconnexion de tous les êtres humains, animaux, plantes et les grands cycles naturels. Les saisons, la vie, la mort. C'est une idée centrale. Et l'animisme aussi, non? Très répandue, oui. La croyance que tout élément de la nature, les animaux, les plantes, mais aussi les roches, les rivières, possède un esprit. Et que les humains doivent maintenir une relation respectueuse avec ces esprits pour assurer l'harmonie. Comment communiquait-il avec ces esprits? Souvent par les rêves, les visions. C'était considéré comme des messages, des moyens de communication directe avec le monde spirituel. Et le chaman, quel était son rôle là-dedans? Le chaman, ou la chamane d'ailleurs, jouait souvent un rôle d'intermédiaire. Il ou elle était capable d'entrer en contact avec les esprits pour guérir les malades, pour prédire le succès de la chasse, interpréter les rêves, ou même guider les décisions de la communauté. Et tout ce savoir, comment était-il transmis? Il n'y avait pas d'écriture, je crois. Non, pas d'écriture avant l'arrivée des Européens.
Tout le savoir, les histoires, les mythes, les techniques se transmettaient oralement, par les anciens principalement. Les récits jouaient un rôle crucial. Et les rituels, j'imagine qu'il y en avait beaucoup. Oui, de nombreux rituels marquaient les étapes importantes de la vie, naissance, passage à l'âge adulte, mort, et aussi les changements de saison. Il y avait des objets importants liés à ces pratiques, comme le tambour, la pipe cérémonielle ou le capteur de rêve, plus connu chez les Algonquiens. Et pour les morts? Les pratiques funéraires variaient aussi. Chez les nomades comme les Inuits ou les Algonquiens, on enterrait souvent les morts avec des objets personnels. Chez les Iroquois, il y avait la complexe fête des morts, organisée lors des déménagements de villages, où on regroupait les ossements des défunts pour les réenterrer collectivement. C'est très riche comme univers spirituel. Comment prenaient-ils les décisions importantes pour le groupe? Y avait-il des chefs tout-puissants comme les rois en Europe? Non, pas du tout dans ce sens-là. Le pouvoir était généralement beaucoup plus décentralisé. Les décisions importantes, la guerre, la paix, les alliances, les déplacements du groupe étaient prises en conseil. Le conseil, qui y siégeait? Ça variait, mais souvent on y trouvait le chef, les anciens, reconnus pour leur sagesse et leur expérience, parfois les chamans ou d'autres personnes influentes dans la communauté. L'objectif, c'était d'arriver à un consensus, une décision collective que tout le monde pouvait accepter. Donc le chef n'imposait pas sa volonté? Non, il ne gouvernait pas par la force, mais par la persuasion, par l'exemple. Il était choisi pour ses qualités militaires, son courage, sa sagesse, son éloquence, sa générosité, son habileté à la chasse ou à la guerre. Sa légitimité reposait sur la confiance que le groupe lui accordait. Et son rôle principal, c'était quoi? Souvent, c'était de représenter le groupe à l'extérieur, surtout pour négocier les alliances et les échanges avec d'autres nations. Justement, parlons de ces relations entre les différentes nations. C'était comment? Un mélange de coopération et de conflits, j'imagine. Principalement, souvent le long des cours d'eau, qui étaient les grandes voies de communication. Ils échangeaient quoi, par exemple? Les groupes échangeaient les surplus de leurs ressources spécifiques. Par exemple, les Iroquois, avec leur agriculture, pouvaient fournir du maïs, des poteries, tandis que les Algonquins, chasseurs, offraient des fourrures, de la viande séchée. Et ça voyageait loin? Très loin parfois. Les Hurons-Wendat, un peuple iroquois, étaient connus pour être un peu au centre de ce réseau, de vrais intermédiaires commerciaux. Les biens pouvaient circuler sur des milliers de kilomètres. Le but, encore une fois, ce n'était pas d'accumuler des richesses pour soi, mais de satisfaire les besoins collectifs. Et aussi, De renforcer les alliances? Ah, le commerce et la diplomatie étaient liés. très liés. Les échanges de cadeaux, le don et le contre-don, c'était essentiel pour maintenir de bonnes relations et sceller les alliances. On utilisait souvent le wampum pour ça. Le wampum, qu'est-ce que c'est? C'étaient des colliers ou des ceintures faits de perles de coquillage. Ils avaient une grande valeur symbolique et sacrée. Ils servaient à enregistrer les ententes, les traités, les événements importants. Offrir un wampum, c'était un acte diplomatique très fort. Donc, beaucoup d'échanges, d'alliances, mais il y avait aussi la guerre, vous disiez. Oui, la guerre faisait aussi partie des relations entre nations. Il y avait une tradition guerrière assez forte chez plusieurs groupes. Pour quelle raison? Le territoire? Les motifs étaient variés. Ça pouvait être la vengeance pour des torts passés, le contrôle de territoires de chasse ou de pêche, ou des routes commerciales importantes. C'était aussi une façon pour les jeunes guerriers d'acquérir du prestige. Et comment se battaient-ils? Les tactiques privilégiaient souvent les raids rapides, les attaques surprises, les embuscades. Un aspect important, c'était la capture de prisonniers. Ah oui, pourquoi? Plutôt que de chercher à tuer en masse sur le champ de bataille, l'objectif était souvent de ramener des captifs. Ces captifs pouvaient être adoptés par une famille pour remplacer un membre décédé et ainsi être intégrés au groupe. Ils devenaient membres du clan. Oui, ça arrivait fréquemment. Bon, il faut dire aussi que la torture et l'exécution rituelle de certains prisonniers existaient également, malheureusement, mais l'intégration était une pratique courante. On voit bien la complexité de ce monde autochtone avant 1500. C'est fascinant. Et puis, arrivent les Européens. On mentionne parfois les Vikings, bien avant tout ça. Oui, c'est vrai. Une brève incursion vers l'an 1000, les sagas nordiques et surtout les découvertes archéologiques à Lanceau-Médose à Terre-Neuve. Ça confirme qu'ils sont venus. Oui, ça confirme que des navigateurs vikings, menés par Leif Erikson, ont atteint l'Amérique du Nord. Ils ont même établi une petite colonie, pour un temps très court. Ils appelaient ça le Vinland. Mais ça n'a pas duré. Non, ils n'y sont pas restés longtemps.
Et leur présence n'a pas eu d'impact durable ni sur le territoire, ni sur les peuples autochtones qui s'y trouvaient déjà. C'était une rencontre sans lendemain, en quelque sorte. Le vrai changement, le contact qui va tout bouleverser, il arrive donc plus tard, fin 15e, début 16e siècle. Qu'est-ce qui pousse les Européens à traverser l'Atlantique à ce moment-là, spécifiquement? Il y a plusieurs facteurs qui convergent, en fait. D'abord, un événement majeur en Europe, la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Ah oui? Quel rapport? Ça a rendu la route terrestre traditionnelle vers l'Asie beaucoup plus difficile d'accès. Et l'Asie, c'était la source des épices, très recherchées et très chères en Europe, donc il y a une motivation économique forte pour trouver une nouvelle route maritime vers l'Asie. D'accord. L'économie. Et autre chose? Oui, les monarchies européennes, l'Espagne, le Portugal, puis la France, l'Angleterre, sortent renforcées du Moyen-Âge. Elles sont en pleine expansion, elles cherchent à étendre leur puissance, à trouver de nouvelles sources de richesse comme l'or et l'argent. Et il y a aussi une dimension religieuse, la volonté de propager le christianisme. Et la technologie a aidé aussi, j'imagine. Absolument. Des progrès techniques importants dans la navigation. La caravelle, par exemple. Un nouveau type de navire plus robuste, plus maniable, mieux adapté à la navigation en haute mer. Et puis, la généralisation de la boussole, de l'astrolabe. Ça rend les voyages au long cours plus sûrs, ou en tout cas, moins incertains. C'est dans ce contexte-là que Christophe Colomb arrive aux Antilles en 1492 en cherchant l'Asie par l'ouest. Exactement. Croyant être arrivé aux Indes. Et puis Jean Cabot pour l'Angleterre qui atteint Terre-Neuve en 1497. Oui, Cabot cherchait lui aussi un passage vers la Chine. Mais il découvre surtout autre chose. L'incroyable richesse des bancs de pêche au large de Terre-Neuve. La morue. La morue, ça peut paraître un peu trivial aujourd'hui, mais c'était si important que ça? Oh oui, c'était un moteur économique absolument majeur. Au tout début du XVIe siècle, les côtes de Terre-Neuve et du golfe du Saint-Laurent voient débarquer chaque été des flottilles entières de pêcheurs. Des Basques, des Normands, des Bretons, des Portugais, des Anglais. Tout cela pour la morue? Pourquoi? Parce qu'en Europe, à l'époque, le calendrier religieux catholique imposait énormément de jours maigres, des jours où on ne pouvait pas manger de viande. Et la morue, une fois qu'elle est salée et séchée, Elle se conserve très longtemps. des mois, voire des années. C'était donc une source de protéines bon marché, facile à stocker et à transporter. Essentielle pour nourrir les populations, surtout en période de carême, mais aussi les armées, les équipages des navires. C'était stratégique. Et ces pêcheurs, ils s'installaient sur les côtes. Oui, ils installaient des campements saisonniers. Pour préparer le poisson, ils construisaient des vigneaux. C'était de grandes structures en bois pour faire sécher la morue à l'air libre. Et aussi des fours pour fondre la graisse de baleine, car ils chassaient aussi la baleine pour son huile, utilisée pour l'éclairage notamment. Et c'est là, dans ces campements de pêcheurs sur les côtes, que les contacts avec les autochtones deviennent plus réguliers, plus fréquents. Précisément, les autochtones qui vivaient sur ces côtes, les Micmacs, les Inuits ou Montagnais comme on les appelait, les Beotox à Terre-Neuve, qui ont malheureusement disparu depuis, rencontrent ces pêcheurs européens chaque été. Et comment ça se passe, ces premiers contacts? Amicaux? Hostiles? Au début, les échanges semblent avoir été largement pacifiques et surtout pragmatiques. Il y avait un intérêt mutuel. Les Européens offraient des objets qui étaient nouveaux et très utiles pour les autochtones. Des objets en métal, j'imagine. Oui, surtout. Des couteaux, des haches, des clous, des hameçons, des chaudrons en cuivre ou en fer. Ça changeait beaucoup de choses par rapport aux outils en pierre, en os ou en bois. Il y avait aussi des perles de verre, du tissu. Et en échange, les autochtones donnaient quoi? Au début, souvent de la nourriture fraîche, de la viande, du poisson. Ça permettait aux pêcheurs de varier un peu leur régime alimentaire assez monotone. Et puis, très vite, ils ont commencé à échanger autre chose. Des fourrures. Ah, les fourrures. Ça commence déjà. Oui, ça commence doucement avec les pêcheurs. Le castor, mais aussi d'autres animaux. Les Européens réalisent que ces peaux ont de la valeur chez eux. C'est à ce moment-là que la France commence à s'intéresser officiellement à ces nouvelles terres, au-delà de la pêche. Oui, le roi de France, François Ier, veut sa part du Nouveau Monde, face aux Espagnols et aux Portugais. En 1524, il missionne un navigateur italien, Verrazzano. Verrazzano. Oui, Giovanni da Verrazzano. Il explore la côte est de l'Amérique du Nord, de la Floride jusqu'à Terre-Neuve. Son voyage confirme surtout qu'il s'agit bien d'un nouveau continent, et pas seulement d'une extension de l'Asie. D'accord. Et après Verrazzano vient Jacques Cartier. Lui, ses voyages sont vraiment liés à l'histoire du Canada et du Québec. Absolument. Le premier voyage de Cartier, c'est en 1534. Ses objectifs sont clairs. Trouver le fameux passage vers l'Asie
et si possible trouver des richesses, de l'or, des métaux précieux. Et il arrive où? Il explore le golfe du Saint-Laurent. En Gaspésie, il rencontre des Micmacs, avec qui les échanges sont plutôt bons au début. Et puis plus loin, il rencontre un groupe d'Iroquois, du Saint-Laurent. Ils venaient du village de Stadacone, près du site actuel de Québec. Ils étaient là pour leur campagne de pêche d'été. Stadacone, c'est un nom important. Très important. C'est là, à Gaspé, que Cartier fait planter une grande croix en bois, avec les armoiries du roi de France. Un acte de prise de possession. Clairement. Et ça ne plaît pas du tout au chef de Stadacone, Donnacona. Il proteste vivement. Cartier réussit à l'apaiser, un peu par la ruse, et il finit par convaincre, ou plutôt contraindre, Donnacona de le laisser emmener ses 2 fils en France, Il emmène les fils de Donnacona. Pourquoi? pour qu'ils apprennent le français, pour qu'ils puissent ensuite servir de guide et d'interprète lors d'un prochain voyage, et aussi pour témoigner en France des terres découvertes. Ce premier contact officiel est donc déjà marqué par une certaine tension, une forme de contrainte. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les voyages suivants ne vont pas arranger les choses, malheureusement. Le deuxième voyage, c'est l'année suivante. Oui, 1135-1136, Cartier revient avec les 2 fils de Donnacona qui le guident maintenant sur le fleuve Saint-Laurent. Il remonte jusqu'à Stadacone, le village de Donnacona, puis décide de continuer plus en amont, contre l'avis de Donnacona d'ailleurs, jusqu'à un autre grand village iroquoien. Hochelaga, sur le site de Montréal aujourd'hui. Exactement. Après avoir visité Hochelaga, Cartier revient passer l'hiver près de Stadacone. Et l'hiver est terrible. Le froid, la neige. Et le scorbut. Oui, le scorbut fait des ravages parmi l'équipage français. Ils meurent les uns après les autres. C'est un moment absolument clé. Ce sont les Iroquois de Stadacone qui leur montrent le remède. Le remède contre le scorbut. Ils le connaissaient, oui. Une tisane faite avec les aiguilles et l'écorce d'un certain conifère, probablement du tuya occidental ou cèdre blanc. Ils appelaient ça anenda. C'est riche en vitamine C. Ça sauve une bonne partie de l'équipage de Cartier. Une aide cruciale. On pourrait penser que ça allait améliorer les relations. On pourrait. Mais au printemps, juste avant de repartir pour la France, Cartier commet un acte de trahison. Il capture Donnacona lui-même, ses 2 fils, qui étaient pourtant revenus avec lui, et plusieurs autres notables iroquois. Il les capture. Mais pourquoi? Il les emmène de force en France, pour qu'ils puissent raconter au roi François Ier les merveilles du pays, et notamment l'existence supposée d'un riche royaume du Saguenay, dont Donnacona lui avait parlé. Cartier espérait ainsi convaincre le roi de financer un autre voyage. Et qu'est-il arrivé à Donnacona et aux autres? Ils ne sont jamais revenus au Canada. Ils sont morts en France quelques années plus tard, de maladie, de tristesse sans doute aussi. C'est un épisode tragique et qui a dû laisser une méfiance profonde chez les Iroquois de Stadacone. J'imagine. Et le troisième voyage alors? Financé grâce à ces récits? Oui, en partie. Le 3e voyage a lieu en 1541-1542. Cette fois, l'objectif est double. Trouver enfin ce fameux royaume du Saguenay, supposément plein d'or et de pierres précieuses, mais aussi, et c'est nouveau, établir une véritable colonie française, une colonie de peuplement. Une colonie. La première tentative sérieuse. Oui, sous la direction d'un noble, Jean-François de la Roque de Roberval, qui a le titre de lieutenant général du Canada. Cartier part un peu avant lui. Et comment est l'accueil à Stadacone cette fois? L'hiver est dur et les relations avec les Iroquois se détériorent encore. Il y a des attaques. On parle de 35 colons tués. Pendant ce temps, Cartier explore un peu les environs et pense avoir trouvé ce qu'il cherchait. De l'or et des diamants? C'est ce qu'il croit. Il remplit plusieurs barriques de minéraux brillants trouvés près du fort. Convaincu d'avoir fait fortune, il décide de rentrer en France au printemps 1542, sans même attendre Roberval qui était censé arriver avec d'autres colons et des vivres. Il abandonne la colonie? En quelque sorte, oui. Il croise d'ailleurs Roberval à Terre-Neuve, sur le chemin du retour. Roberval lui ordonne de revenir, mais Cartier désobéit et file vers la France avec ses trésors. Et Roberval, lui, continue. Oui, Roberval arrive à Cap-Rouge avec ses colons. Il renomme l'endroit France-Roi. Il passe un hiver là-bas, encore plus difficile que le précédent. Le scorbut frappe à nouveau, la famine menace. C'est un échec total. Au printemps 1543, Roberval et les survivants abandonnent la colonie et rentrent en France. Et l'or et les diamants de Cartier? La cerise sur le gâteau, si on peut dire. Une fois analysé en France, il se révèle être de la pyrite de fer, l'or des fous et du quartz, sans aucune valeur.
Quelle déception. Énorme déception. Cet échec cuisant de la colonisation, couplé à la désillusion des faux trésors, ça va refroidir complètement les ardeurs coloniales de la France pendant près de 60 ans. Une longue pause. 60 ans, c'est énorme. Qu'est-ce qui va finalement relancer l'intérêt de la France pour le Canada à la toute fin du XVIe siècle? C'est le commerce. Encore et toujours le commerce. Mais cette fois, c'est très ciblé, les fourrures. Et plus particulièrement, une fourrure, celle du castor. Le castor. Pourquoi le castor devient-il si important? À cause de la mode en Europe, la mode des chapeaux de feutre. Et le meilleur feutre, le plus imperméable, le plus durable, on le faisait avec le sous-poil du castor, le duvet. La demande pour ces chapeaux explose littéralement à la fin du XVIe siècle. Du coup, la fourrure de castor devient une marchandise très, très profitable. Et les pêcheurs qui continuaient à venir sur les côtes? Ils n'avaient jamais vraiment arrêté. Ils continuaient leur pêche saisonnière. Et ils intensifient leurs échanges de fourrure avec les autochtones qu'ils rencontrent. Le troc devient de plus en plus orienté vers les peaux de castor. Et en France, le contexte politique change aussi. Oui, c'est un autre facteur important. La France sort enfin de décennies de guerre de religion entre catholiques et protestants. L'édit de Nantes en 1598 ramène la paix civile. Le nouveau roi, Henri IV, est un roi bâtisseur qui veut redonner sa puissance à la France. Et pour ça, il rêve d'un empire colonial. Mais il ne veut pas payer directement, c'est ça? Exactement. L'État royal n'a pas les moyens ou la volonté de financer directement des expéditions coûteuses et risquées. Alors, Henri IV va utiliser un système, celui des monopoles commerciaux. Le système des monopoles, comment ça fonctionnait et quels ont été les résultats au début? L'idée était assez simple en théorie. Le roi accordait à une compagnie de marchands ou un noble influent l'exclusivité du commerce, surtout des fourrures bien sûr, sur un territoire donné du Nouveau Monde. En échange de ce privilège très lucratif, la compagnie s'engageait à y transporter et à y établir un certain nombre de colons chaque année. Donc, le commerce finance la colonisation. C'était l'idée. Le problème, c'est que dans la pratique, la priorité absolue pour ces compagnies, c'était le profit rapide, le commerce des fourrures. L'obligation d'établir des colons, c'était vu comme une contrainte, une dépense coûteuse qui réduisait les bénéfices. On parle de colonie comptoir, c'est ça? Oui, c'est le modèle qui domine au début. On établit un simple poste de traite, un comptoir fortifié, pour collecter les fourrures. Pas une véritable société nouvelle, avec des familles, des agriculteurs. Le peuplement reste très secondaire. Il y a la tentative de La Roche de Mesgouet sur l'île de Sable, au large de la Nouvelle-Écosse, en 1598. Il y dépose une cinquantaine de colons, des mendiants et des prisonniers d'ailleurs, et les oublie là. Ils seront rapatriés quelques années plus tard, mais seulement une douzaine auront survécu. Pas très glorieux. Non. Ensuite, il y a Pierre de Chauvin de Tonnetuy, qui obtient le monopole et établit un poste de traite à Tadoussac, à l'embouchure du Saguenay, en 1600. C'est un lieu stratégique, un carrefour important pour le commerce autochtone. Tadoussac, ça devient le premier établissement permanent? Presque. Chauvin y laisse 16 hommes pour passer l'hiver. Mais l'hivernage est désastreux. La plupart meurent du scorbut et du froid. Tadoussac va survivre, mais plutôt comme un poste de traite saisonnier pendant plusieurs années. L'établissement permanent peine à prendre racine. Et après Tadoussac? Après Chauvin, le monopole passe à Aymar de Chaste, puis à Pierre Dugois de Mons. C'est Dugois de Mons qui organise une nouvelle tentative plus ambitieuse en 1604, avec un personnage clé à ses côtés, Samuel de Champlain. Ah, Champlain, le voilà qui entre en scène. Oui, ils choisissent de s'installer sur une petite île, à l'embouchure de la rivière Sainte-Croix, à la frontière actuelle entre le Maine et le Nouveau-Brunswick. L'île Sainte-Croix. Mauvaise idée, l'île. Très mauvaise idée. L'été, ça allait. Mais l'hiver, ils se retrouvent complètement isolés par les glaces. Impossible de chasser sur le continent, le bois manque, encore une fois, le scorbut et le froid font des ravages. Près de la moitié des 79 colons meurent pendant l'hiver 1604-1605. Encore un désastre. Ils apprennent de leurs erreurs quand même. Oui, heureusement. Au printemps 1605, Dugas et Champlain décident de déménager la colonie. Ils explorent la baie de Fundy et choisissent un site mieux protégé, sur la terre ferme avec de l'eau douce et du bois à proximité. Ils fondent Port-Royal. Port-Royal, en Acadie actuelle. Là, ça marche mieux. Oui, c'est une nette amélioration.
Ils construisent une habitation fortifiée, ils commencent à cultiver un peu de blé, à faire de l'élevage. Surtout, ils nouent de bonnes relations avec les Micmacs locaux, notamment avec leur chef Membertou. Il y a une atmosphère plus constructive. C'est la première tentative d'établissement qui semble un peu plus durable. Mais ça ne dure pas non plus, si? Non, malheureusement. En 1607, des rivaux à la cour de France réussissent à faire annuler le monopole commercial de Dugois de Mons. Sans le monopole, plus de financement pour la colonie. Dugois est ruiné, il doit rapatrier presque tout le monde, Port-Royal est abandonné, ou presque. La colonisation française piétine encore et toujours. C'est fou, cette difficulté à s'implanter durablement avant 1608. Donc, à cette date, juste avant la fondation de Québec par Champlain, qu'est-ce qui domine? C'est vraiment le commerce des fourrures? Oui, clairement. Le commerce des fourrures est devenu l'activité principale et la principale motivation des Français. L'établissement permanent reste très précaire, très fragile. Et comment évoluent les relations entre les Français et les Autochtones dans ce contexte où le commerce est roi? Elles sont au cœur de tout. Au début, comme on l'a dit avec les pêcheurs, il y avait un semblant d'équilibre. Les deux parties trouvaient un avantage dans l'échange. Les Autochtones intègrent rapidement les objets européens, le métal, puis plus tard les armes à feu, dans leur propre économie, dans leur stratégie de chasse, de guerre, de prestige. Ils ne sont pas passifs dans l'échange. Non, pas du tout. Ils comprennent vite la valeur de ce qu'ils offrent, les fourrures, et ils apprennent aussi à jouer de la concurrence entre les différents groupes européens, français, anglais, hollandais plus tard, pour obtenir les meilleurs prix ou les meilleures alliances. Et les Français de leur côté? Eux, ils comprennent aussi très vite qu'ils dépendent totalement des autochtones. Pour obtenir les précieuses fourrures, bien sûr, mais aussi pour connaître le territoire, pour apprendre les techniques de survie dans cet environnement nouveau et souvent hostile, et même, tout simplement, pour survivre aux premiers hivers. Sans l'aide autochtone, beaucoup de ces premières tentatives se seraient soldées par des échecs encore plus cuisants. Mais cette dépendance mutuelle et cette compétition pour les fourrures, ça a dû aussi avoir un impact sur les relations entre les nations autochtones elles-mêmes. Ah oui, un impact majeur. En cherchant à sécuriser leur accès aux fourrures, les Français vont chercher à nouer des alliances privilégiées avec certains groupes autochtones, notamment ceux qui contrôlent les routes commerciales vers l'intérieur du continent, là où se trouvent les castors les plus nombreux. Comme les Innus à Tadoussac ou les Algonquins sur l'Outaouais. Exactement. Et aussi, un peu plus tard, avec les Hurons-Wendat, qui étaient de grands commerçants. En faisant ça, en choisissant des alliés, les Français s'immiscent directement dans les rivalités et les conflits qui existaient déjà entre les nations autochtones avant leur arrivée. Et ils les exacerbent, ces rivalités. Oui, clairement. L'exemple le plus frappant, c'est l'hostilité entre les alliés des Français, Innus, Algonquins, Hurons-Wendat, et la puissante confédération iroquoise, les Haudenosaunee, ou Ligue des Cinq Nations, qui vivaient plus au sud, dans l'actuel État de New York. Ces derniers voulaient aussi accéder au commerce avec les Européens et contrôler les routes des fourrures. Et Champlain joue un rôle là-dedans. Un rôle décisif. En 1603, lors d'une grande rencontre à Tadoussac qu'on a appelée la Grande Tabagie, Champlain, qui représente alors Dugois de Mons, scelle officiellement une alliance à la fois commerciale et militaire avec les Innus, les Algonquins et les Malécites présents. Une alliance contre qui? Implicitement, mais très clairement, contre leurs ennemis communs, les Iroquois de la Confédération. En échange de l'aide militaire française contre les Iroquois, ces nations s'engageaient à commercer exclusivement avec les Français. C'est un pacte fondateur qui va engager les Français dans les guerres franco-iroquoises pendant près d'un siècle. Donc, dès 1603, les Français sont partie prenante des conflits autochtones. Absolument. L'Alliance de 1603 est un tournant majeur. Elle assure aux Français l'accès au réseau de traite du Nord, mais elle les enferme aussi dans une logique de confrontation avec la Confédération iroquoise, qui deviendra un obstacle majeur au développement de la Nouvelle-France. C'est donc une image vraiment très contrastée qui se dégage de toute cette période avant 1608. D'un côté, on a la richesse, l'ancienneté, la diversité incroyable des sociétés autochtones, avec leurs adaptations, leurs réseaux complexes établis sur des millénaires. Oui, un monde en soi, avec ses propres dynamiques. Et de l'autre, on a l'arrivée des Européens, poussés par des intérêts économiques et géopolitiques bien précis. Ça débouche sur un commerce qui devient vite intense, sur des alliances stratégiques, mais aussi sur une série d'échecs répétés pour établir une colonie durable. C'est tout à fait ça. Et s'il y a une tension fondamentale qu'on peut déjà voir à l'œuvre dès ces tout premiers contacts, c'est sans doute celle entre deux visions du monde, deux rapports au territoire radicalement différents. C'est-à-dire? D'une part, on a une perspective autochtone qui est largement basée sur la subsistance, le partage, la réciprocité.
sur une relation qu'on pourrait qualifier de spirituelle à la Terre et à ses ressources. Une vision où l'humain fait partie d'un tout. Et d'autre part? D'autre part, on a une perspective européenne qui est de plus en plus axée sur l'appropriation privée du sol, sur l'exploitation des ressources naturelles dans un but de profit commercial, et sur l'affirmation d'une souveraineté politique et religieuse sur ces nouveaux territoires. Cette divergence profonde, elle est déjà là, palpable, dans les événements qu'on a évoqués, dans les motivations, dans les actions des uns et des autres. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion pour conclure. Quand on regarde ces premières interactions, oui, il y a eu des échanges, du commerce, une certaine curiosité mutuelle parfois, mais il y a eu aussi de profonds malentendus culturels, des objectifs complètement divergents, chercher l'Asie ou le profit d'un côté, intégrer de nouveaux partenaires dans des réseaux existants de l'autre. Et puis, il y a eu des actes de violence, de trahison même, comme l'enlèvement de Donnacona. Comment est-ce que tout ça, ce mélange complexe dès le départ, a pu juter les bases des relations futures, des relations qui seront si souvent complexes, difficiles, parfois tragiques, entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants sur ce territoire? C'est la question essentielle, en effet. C'est sur cette interrogation qu'on va terminer notre discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur cette période fondatrice. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir écoutés.